Avant l'info avec Arnaud. Bonjour à tous, bienvenue dans Avant l'info avec Arnaud, très heureux de vous accueillir comme tous les jours. Aujourd'hui pour m'accompagner, mademoiselle Milady. Bonjour Milady. Bonjour Arnaud, bonjour à toutes et à tous. Comment vas-tu aujourd'hui? Pas trop de pression aujourd'hui? Je me sens au contraire vraiment très très bien parce que je sais qu'il y a face à moi deux hommes qui sont complètement dans mon univers et qui, comme moi quand j'étais petite, étaient, donc quand ils étaient petits, un petit peu seuls. Et aujourd'hui on se retrouve. J'ai l'impression que je vais faire un peu papier peint aujourd'hui dans cette émission. C'est une émission spéciale histoire avec le co-auteur de ce livre magnifique que mon fils m'a piqué, que j'ai dû lui reprendre ce matin. Je lui dis écoute, j'en ai besoin quand même pour faire l'émission. Le livre s'appelle 3 minutes pour comprendre les 50 dates clés de l'histoire de France. Donc le co-auteur Pierre-Louis Lancel, bonjour. Bonjour. Et vous travaillez donc avec l'autre co-auteur qui est donc tous les jours sur Europe 1 dans l'émission Au cœur de l'histoire, Monsieur Franck Ferrand, bonjour. Bonjour à tous. Ah, cette voix, j'ai l'impression qu'on a pris 400 000 auditeurs. Espérons qu'ils vont rester, c'est ça la question. Mais j'espère aussi et je n'en ai aucun doute. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce livre, Pierre-Louis? Alors l'idée c'est le concept qui nous a beaucoup plu. L'idée qu'en 3 minutes, on puisse faire un petit peu le tour d'une question, pas de manière exhaustive bien sûr, mais d'arriver à connaître un petit peu les tenants et les aboutissants et comprendre en quoi cette date marque une rupture, marque un point important de l'histoire de France. Il y a un petit bandeau justement devant le livre. Il n'y a pas que 1515 en France. Ouais, c'est alors... vrai que c'est une date mythique en France. 1515, c'est la date la plus facile à retenir pour les écoliers, surtout la date de l'avènement de François Ier, 1er janvier 1515. Vous connaissez beaucoup de dates aussi faciles à retenir, vous? C'est vrai que c'est Le compliqué. 13 septembre, c'est Marignan. Alors là, c'est déjà un peu plus subtil. Et ce qui est drôle, c'est que tout le monde dit Marignan 1515. Ouais. Posez la question autour de vous, vous verrez combien de personnes sont capables de vous dire ce qu'est vraiment la bataille de Marignan et contre qui on se battait à l'époque. Personne ne le sait. Vous êtes tous les deux, on va dire, des vulgarisateurs de l'histoire. Est-ce qu'on a vraiment cet intérêt en France pour l'histoire? Oh oui, je pense que la France fait partie avec le Royaume-Uni sans doute, des deux pays où vraiment il y a un vrai intérêt pour l'histoire et où il y a énormément de passionnés, même à l'école, au collège, enfin voilà, tout le monde adore ça et je crois vraiment que c'est ce qui fait aussi l'intérêt de ce livre, c'est que on a tous un peu une période favorite, mais on se rend compte qu'on peut avoir des grosses lacunes dans des périodes qui sont pas très éloignées. Je me suis rendu compte, ça fait 3 ou 4 fois là qu'en feuilletant le livre, je réalise, nous n'avons pas parlé de Louis XI par exemple, ce qui est un peu invraisemblable. Bon, il y a des lacunes, mais c'est un peu obligé, qu'est-ce que vous voulez 50, c'est... Voilà. C'est peu. Comment vous partagez donc le travail entre vous, puisque vous travaillez aussi donc pour Franck En fait, Ferrand. Pierre-Louis est l'auteur Voilà. d'une grande partie des textes du récit. C'est-à-dire que moi, en fait, je ne suis qu'une marionnette entre leurs mains, disons les choses. J'arrive dans le studio, je prends le récit que eux ont écrit. Et Pierre-Louis, notamment, a un don très particulier pour rendre vivante l'histoire. Et là, je me disais, lorsqu'on m'a proposé ce projet de livre, c'est une collection anglaise, vous savez, 3 minutes pour comprendre. Le concept m'énerve pas mal d'ailleurs, pour tout vous dire. Oui, parce j'allais vous on se dire, dit ouais. 3 minutes, bon. Et en même temps, lorsqu'on commence à s'y coller, on se rend compte que c'est passionnant. Parce que être capable de faire le tour d'une question en 3 minutes et d'expliquer à quelqu'un qui n'y connaîtrait rien ce qu'il s'est passé un jour donné, et on a 3 minutes pour le faire, je trouve que c'est un beau défi C'est un finalement, challenge, et on ouais. s'est pris au jeu, on s'est beaucoup On amusé. s'est hein. beaucoup amusé, oui. Comment vous êtes connu d'ailleurs? Alors Pierre-Louis a été un candidat spontané. Je lui ai dit préparez-moi un texte et s'il est bien, je le dirai à l'antenne. Il n'était pas bien, il était fabuleux son texte. Ah oui. Voilà. C'est un peu ce que vous avez fait avec Muriel Haas au moment où vous êtes rentré sur Europe 1. C'était une candidature spontanée. Oui, exactement. Et c'était encore plus dément puisque je me suis permis de téléphoner comme ça à Muriel S sans prévenir en disant voilà, je veux faire de la radio, je suis historien. Enfin, c'était n'importe quoi ma déclaration de candidature. Et néanmoins, ça a marché. C'est ce qui est le plus extraordinaire. Vive Muriel S quand même. Le temps que vous descendiez votre chien, elle vous avait laissé 2 messages en disant bonjour, c'est Muriel S, rappelez-moi. Et après, elle vous a dit quoi? Le deuxième message, c'était oui, c'est Muriel S, si vous voulez faire de la radio, il va falloir être beaucoup plus réactif. Waouh. Je trouve ça juste énorme. Oui.
3 minutes pour comprendre les 50 dates clés de l'histoire de France. C'est le livre donc actuellement de nos deux invités. Il y a également un autre livre qui est sorti et qui m'a vachement étonné, qui est sorti chez Plomb et dont vous avez signé la préface, qui est la guerre de Troie a eu lieu, mais pas à l'endroit où on pense. C'est un livre que je connais depuis 6 ou 7 ans. J'ai lu ce livre en anglais, il s'appelait Where Troy Once Stood, un très 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 beau livre de Iman Wilkens, qui est un néerlandais. Ce monsieur a passé plus de 50 ans de son existence à étudier de près tout ce qu'on peut trouver, y compris dans les bibliothèques les plus reculées, sur le texte homérique, sur l'Iliade, et accessoirement sur l'Odyssée aussi d'ailleurs. Il a fait des recherches étonnantes et notamment il a fait une remarque. Il était très jeune. On a tous, quand je dis on a tous, beaucoup d'entre nous ont étudié l'Iliade plus ou moins à l'école. Méninaïde, Dété, Péiole. Enfin bon, le texte de l'Iliade. Je l'ai lu en français moi. Vous l'avez lu en français. Bon. Et lui avait remarqué qu'il y avait dans l'Iliade beaucoup de pluie, beaucoup d'orages, qu'il faisait presque toujours mauvais, qu'il y avait des grosses forêts de chênes, qu'il y avait des marées hautes et des marées basses, que quand la marée descend, Homère dit plusieurs fois qu'elle découvre toute la grève. Mais il s'est dit, c'est pas en Méditerranée tout ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il s'est dit, le texte a été écrit en Grèce au 7e siècle avant notre ère. C'est ce qu'on appelle le texte d'Homère. Mais ce texte, il n'était que la traduction d'un récit traditionnel transmis de façon orale depuis plus de 5 siècles, puisque la guerre de Troie, elle a lieu au milieu du 13e siècle avant notre ère. Et il s'est dit, en fait, cette guerre, elle a eu lieu ailleurs, elle a eu lieu dans des pays beaucoup plus septentrionaux, beaucoup plus occidentaux, et il a fini par la placer. Alors attention, tenez-vous bien, et j'espère que vous êtes assis, il dit que ça a eu lieu en Angleterre. Alors évidemment, ça choque. Bon. Et j'ai trouvé que le livre était parfaitement argumenté, qu'il était passionnant, bien écrit, c'est une vraie enquête policière. Moi, j'ai passé un moment merveilleux à le lire et le relire d'ailleurs. Et à l'époque, j'avais demandé à Flammarion, qui était mon éditeur principal, de le traduire. Et finalement, la Maison Plomb, pour des raisons complexes, a racheté la traduction à Flammarion et m'a demandé de faire la préface, qui était un peu la moindre des choses, puisque j'étais à l'origine de cette traduction. Voilà. Donc j'ai fait une préface en précisant bien que je ne reprenais pas à mon compte toutes les conclusions d'Iman Wilkens, que je ne connais pas suffisamment, moi, le sujet pour le faire, qu'en tout cas, j'avais trouvé son livre très stimulant intellectuellement. Il n'en fallait pas plus pour que tous ceux qui me détestent, là, notamment à cause de l'affaire d'Alésia, sautent sur l'occasion. Alors, vous avez vu qu'ils ont fait un hashtag publié chez Plomb. Enfin bon, ils s'amusent bien. On va dire ça... je pense, comme disait ma grand-mère, que ça leur passera avant que ça me reprenne. Le complotiste de Franck Ferrand. Voilà. Très bien. Si ça les amuse et si ça leur permet de passer des bonnes fêtes de fin d'année, moi, ça me dérange pas. Est-ce que c'est pas aussi une manière pour eux de faire parler d'eux? Vous êtes très connu, Franck Ferrand. Je préfère que ce soit vous qui le disiez que moi, mais c'est ça. N'est-ce pas? C'est ce qu'on fait. Quel est votre meilleur souvenir de l'émission Au cœur de l'histoire? Il y a une émission que je ne peux pas oublier, et vous allez comprendre mon cas. Le jour anniversaire pour le 300e anniversaire de la mort de Louis XIV, le 1er septembre 2015, c'était extraordinaire, le château de Versailles nous a autorisé à faire un duplex depuis la chambre du roi. Donc nous étions devant le lit de Louis XIV, à l'endroit même où il est mort, dans la chambre du roi, et à la minute près, pour l'anniversaire exact de sa mort, nous avons fait l'émission depuis sa chambre. C'est quand même des cadeaux de la vie, ça. Il y a un moment qu'on aimerait mettre en exergue. J'aimerais juste l'écouter. Oh, je vous vois venir. C'est avec un monsieur qui s'appelle Mazo. Je voudrais juste que vous nous racontiez ce qui s'est passé pendant la pub. On écoute l'extrait. Mais le grand exploit reste cette ascension du toit du monde de cet Everest qui culmine à 8848 mètres. Bonjour Pierre Mazo. Bonjour. Vous avez donc été en 78 l'un des premiers Français à mettre les pieds au sommet de l'Everest. Avec vous, nous allons revenir sur cette extraordinaire expédition. Vous me laisserez peut-être un peu parler pour que, oui. Si vous m'avez fait venir, je vois qu'il est déjà 30 minutes de passé. Parce que je voulais simplement faire remarquer pour ceux qui nous écoutent que l'histoire de la montagne, telle que vous venez de la lire, avec quelques imageries d'Épinal, c'est pas du tout comme ça que ça s'est réellement passé.
Et vous laissez supposer donc que c'est compte tenu de l'altitude que les montagnes sont les plus difficiles. C'est parfaitement inexact. Ah non, puisque j'ai permettez-moi bien de le expliqué que le Cervin n'était pas Le à une très Cervin, haute altitude, mais qu'il était très difficile. Oui, hein. c'était très difficile. Alors si vous avez- voulez, Pierre Mazot, nous allons Non. envoyer la publicité et puis... mais vous avez une demi-heure. Vous avez une demi-heure Ah, pour une nous. demi-heure seulement, on me l'avait pas dit. Mais enfin, sinon, je serais peut-être pas venu. Mais enfin, je vous écoute alors. Vous avez une demi-heure. Alors, ce que je veux savoir, c'est au moment où le générique part, donc de la publicité, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Mais dans ce studio? c'est le deuxième acte de naissance de l'émission que vous venez de passer là. En fait, l'émission avait déjà un certain succès, mais alors à partir de ce jour-là, on a eu comme on dit, un buzz phénoménal. On a gagné 200 000 auditeurs en un mois. Ça a été une histoire extraordinaire. Pourquoi Monsieur Pierre Mazot, vous voyez qui c'est, hein, Ouais, bien ancien vice-président du Conseil d'État, ancien président du Conseil constitutionnel, un Et très alpiniste, grand monsieur, donc. alpiniste, sportif immense. C'est un monsieur pour qui j'ai un immense respect. Et ça m'a beaucoup aidé. Parce que si je ne l'avais pas respecté, je pense que je serais sorti de mes gonds. Mais là, comme c'était lui, je n'osais pas trop le brusquer. Et en l'occurrence, il avait mal compris que l'émission était une demi-heure de récit et ensuite une demi-heure d'interview. Et donc, il s'est retrouvé pendant une demi-heure à écouter un type qui connaissait pas lire, comme il dit, un texte qui, selon lui, ne reflétait pas ce qu'il avait vécu, plein d'images d'Épinal. Donc il était furieux. Et pour tout vous dire, vous savez qu'il faisait partie de la structure arbitrale de l'affaire Tapie. Et le matin même, la chambre d'accusation avait mis en examen un certain nombre de ses confrères, etc. Il était furieux de cette affaire. Et quand il est rentré dans le bureau, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, il a dit alors tous ces journaleux, etc. Il était furieux, j'allais dire, contre nous. Et Europe 1, à ses yeux, représentait un peu ce monde médiatique qui était, comme il disait, la meute. Donc c'est curieux, quand les astres s'alignent, tout allait mal, si vous voulez. Et moi, il se trouve que j'étais plutôt reposé et bien ce jour-là. Encore une fois, j'ai une grande admiration pour Pierre Mazot pour 1000 raisons. C'est un vrai grand baron de la grande période gaulienne et post-gaulienne. Hein, bon. Et je me disais, finalement, il faut lui laisser passer ses nerfs. Et je suis resté parfaitement maître de moi-même. Et c'est ce qui a impressionné les auditeurs. Et du coup, les gens ont dit, mais regardez, Ferrand se fait dézinguer en direct et il ne bronche pas. Et d'ailleurs, à la fin, quand il est sorti du studio, Pierre Mazot m'a serré la main, il m'a dit « C'est bien, vous avez du caractère, c'est bien ». Et je me suis dit, ça, c'est un hommage de sa part, en fait. Quel flegme. Je sais pas comment j'aurais réagi, mais je pense que j'aurais pas du tout réagi comme vous. Parce que c'est vrai que toutes les émissions sont en direct, en fait. Ah oui, presque toutes. Pas toutes, mais presque toutes, oui. D'accord. Lorsque je suis obligé de me déplacer, vous savez que je fais beaucoup de déplacements, notamment à cause de la tournée du spectacle. Donc évidemment, on est obligé d'enregistrer, mais on va dire 4 émissions sur 5 sont en direct. D'accord, ok. On pourra en parler des heures parce que bon, il y a 50 dates dans le livre, mais il y en a encore des centaines et des milliers qui seraient intéressants. Le livre, donc 3 minutes pour convaincre, les 50 dates clés de l'histoire de France, c'est chez Courrier du Livre. Et décidément, c'est pas convaincre, c'est bien comprendre. Décidément. Tu es convaincu. Je suis convaincu, là, je ne peux pas être plus convaincu. Il y a aussi, j'ai lu une comédie musicale qui se prépare sur Jeanne d'Arc. Ah oui, avec Laurent Voulzy, mais ça, on aura le temps de venir vous en reparler. C'est dans quelques années seulement, hein, ça. Hein. Ça met autant de temps que ça. Vous savez, là, on est vraiment dans la création. Ce qui est formidable quand vous travaillez avec un grand artiste comme Laurent Voulzy, c'est que lui, il n'est pas... et je trouve ça magnifique, moi, parce qu'on vit à une époque, maintenant, vous savez, on vous commande des trucs, il vous faut ça pour telle date et tout. Lui, ce sont les producteurs qui s'adaptent à lui et pas l'inverse. Donc, quand il sera prêt, quand les chansons seront faites, eh bien, on fera le spectacle. Et moi, je trouve ça magnifique. Moi, je le soutiens là-dedans. C'est aussi un gage de qualité, sans doute. Tu m'étonnes. Merci beaucoup Franck, merci beaucoup Pierre-Louis. Donc je rappelle encore une fois, donc 3 minutes pour comprendre les 50 dates clés de l'histoire de France, c'est chez Courrier du Livre. Merci encore une fois, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous demain pour de nouvelles aventures si Dieu veut, si le patron est d'accord. Franck, n'oubliez rien dans le studio. Il paraît que vous êtes un peu... Je ne sais pas qui vous a renseigné, mais visiblement c'est quelqu'un qui me connaît bien. Merci beaucoup, à très vite. Merci. Au revoir. Avant l'info avec Arnaud.